On n'entend pas, hein? مازال ما بديتش. Hein. Bonjour, c'est le docteur Oulbabani. C'est bon. C'est le docteur Oulbabani. Donc, je vais vous présenter la bêta-thalassémie. Avant de commencer le vif du sujet, on va faire un petit rappel sur le globule rouge. Le globule rouge, c'est une cellule anucléée biconvexe, donc, qui est constituée d'une membrane cytoplasmique. Donc, cette membrane cytoplasmique, elle est dotée d'une grande plasticité permettant au globule rouge de passer dans la microcirculation. Il est constitué, ce globule rouge, d'un équipement enzymatique lui permettant de vivre 120 jours et d'une hémoglobine. Cette hémoglobine elle-même est constituée d'hème et de globine. Donc, on distingue à l'âge adulte, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 mois de vie et jusqu'à la fin de notre vie, de 3 hémoglobines. Une hémoglobine A1, c'est l'hémoglobine essentielle. Elle est constituée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. L'hémoglobine A2, elle est constituée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma. L'hémoglobine AF, c'est-à-dire l'hémoglobine fœtale, elle est constituée de l'hémoglobine alpha et de 2 chaînes gamma. Il faut savoir que chaque chaîne est codée par un gène. Donc, l'hémoglobine, donc, elle sert au transport de l'oxygène vers les tissus. En utérine, donc en intra-utérin, l'hémoglobine, la chaîne de l'hémoglobine delta est fonctionnelle à partir de 6 mois de gestation. Donc, il va s'apparier avec l'hémoglobine alpha. Donc, ils vont former l'hémoglobine fœtale. Cette hémoglobine fœtale, elle va s'éteindre juste après la naissance, donc au bout de 6 mois de vie, donc jusqu'à disparaître à l'âge de 1 an, et rester donc sous forme de traces. L'hémoglobine A1, donc l'hémoglobine A1, la chaîne bêta, donc elle va être fonctionnelle juste après la naissance, donc à l'âge de 6 mois. Cette chaîne bêta, elle va s'apparier donc avec la chaîne alpha et former l'hémoglobine AN. C'est A1, c'est l'hémoglobine essentielle. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, la bêta-thalassémie, c'est quoi une bêta-thalassémie? C'est une affection génétique. Donc, elle est de transmission selon le mode autosomique récessif. Donc, elle est caractérisée par un défaut quantitatif de synthèse des chaînes bêta de globine et non qualitatif comme la drépanocytose. On a dit que c'est une affection génétique de transmission autosomique, c'est-à-dire les 2 parents, donc ils sont porteurs de trait-thalassémie, donc ils auront 50% d'enfants porteurs de trait-thalassémie, 25% d'enfants sains et 25% d'enfants malades. Génétiquement. Donc, on a une anomalie qui va siéger sur le gène bêta-globuline qui est situé sur le chromosome 11. Le chromosome 11. Cette mutation, elle va donner des codons non-sens ou stop, donc qui vont bloquant ainsi la synthèse de la chaîne bêta. Il en résulte soit un déficit complet, et on parlera de bêta 0, soit un déficit partiel, et on parlera de bêta plus. Donc, on a plus de 200 mutations différentes. Donc, le résultat est le même. Et il faut noter que les mutations diffèrent d'une région à une autre, c'est-à-dire d'une région géographique à une autre, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique, c'est pas la même mutation, par exemple. Où on la trouve, cette bêta-thalassémie? La bêta-thalassémie, on la trouve dans le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, le sud et est de l'Asie, l'Afrique et les Antilles. En Algérie, elle représente 2% de la population. Sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui se passe?
On va imaginer un globule rouge. On a dit que le globule rouge, il est formé d'une membrane, donc d'un équipement enzymatique et de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui sont en nombre de 3. L'hémoglobine A1, donc on a 2 alpha et 2 bêta. L'hémoglobine A2, 2 alpha et 2 delta. Et l'hémoglobine fétale, 2 alpha et 2 gamma. Quand il s'agit d'une bêta-thalassémie, on a un défaut de la chaîne, un défaut de synthèse de la chaîne globuline bêta. Donc, les chaînes alpha ne sont pas appareillées. Donc, elles sont libres. Ils vont se retrouver en excès. Ces chaînes alpha, elles sont instables et précipitent. Donc, entraînant une altération membranaire de ces globules rouges au niveau de leur production, c'est-à-dire au niveau de la moelle. Donc, ces globules rouges altérés vont être reconnus par les phagocytes de la moelle osseuse qui vont les détruire. Et on parle d'un avortement intramédulaire. Donc, il se produit une érythropoïèse inefficace. Et on parlera en ce moment d'une anémie peu régénérative, malgré que la moelle produit, mais elles sont précocement détruites. D'autre part, donc, les globules rouges vont en périphérie, ils vont être captés par la rate. La rate, qui est un tissu réticulo-endothélium. Donc, il va être le siège d'une érythrophagocytose. Donc, il y aura une hémolyse des globules rouges. Et cette anémie, elle va être chronique, donc, parce que c'est une pathologie génétique, donc, qui vont être à l'origine d'une splénomégalie due à l'hypertrophie du tissu splénique. Donc, l'hémolyse chronique et la destruction intramédulaire ou l'avortement intramédulaire vont conduire à une anémie. Cette anémie, elle sera à l'origine d'une hypoxie. Et le rein, qui est l'organe le plus sensible à cette hypoxie, il va produire l'érythropoïétine, qui est une hormone de croissance de l'érythropoïèse. Donc, elle va stimuler l'érythropoïèse au niveau médulaire. Donc, il y aura une expansion et comme résultat, on aura une hypertrophie des tissus osseux, donc on aura des déformations osseuses. D'autre part, l'hypoxie, elle va exercer un effet feedback, donc au niveau de l'estomac, au niveau du tube digestif, donc qui vont augmenter l'absorption digestive du fer par libération des récepteurs et par inhibition de l'hepcidine. Donc, cette anémie, donc, elle est des fois profonde. Elle va nécessiter des transfusions. Des transfusions, qui dit transfusion, dit apport de fer. Donc, et on sait que le fer, donc le métabolisme du fer, donc il se fait en espace clos. Un espace clos, et tout le fer absorbé, apporté à l'organisme, il va être stocké. Donc, et une minime partie, 1 milligramme par jour, va être éliminée. Et le reste va être stocké donc, au niveau des macrophages. Donc, ceux qui vont aggraver la situation et vont donner la complication redoutable, l'hémochromatose de la bêta-thalassémie. D'autre part, l'excès de ces chaînes alpha non appareillées avec les chaînes bêta, ils vont donc s'appareiller avec les chaînes gamma. Les chaînes gamma, donc on aura production de l'hémoglobine fétale qui devait s'éteindre après 6 mois de vie.
Donc, et cette hémoglobine fétale, elle a une hyper affinité à l'oxygène. Vous allez me dire, donc, si elle a une hyper affinité à l'oxygène, pourquoi elle ne règle pas le problème de cette hypoxie? Donc, c'est l'hémoglobine fétale, quand elle capte l'oxygène, elle le garde, elle le libère pas. D'autre part, on a un défaut de synthèse de l'hémoglobine A1. Donc, on va passer à la clinique maintenant et on va décrire donc la bêta-thalassémie majeure. La bêta-thalassémie majeure, appelée maladie de Colli. Donc, elle se voit à partir de l'âge de 6 mois par une cassure de la courbe de croissance, par un syndrome anémique et une splénomégalie. Si l'enfant n'est pas pris en charge à cet âge, à l'âge de 1 an, on aura le tableau typique. Donc, un syndrome dysmorphique osseux, donc un visage qui est mongoloïde, un crâne qui est important, donc au niveau frontal et au niveau occipital. C'est le crâne en tour. Le nez est aplati. On a une dysarthrie dentaire, c'est-à-dire une malposition des dents, un retard staturo-pondéral important, un syndrome anémique, une splénomégalie ou une hépatomégalie. Sur le plan biologique, on a une anémie profonde, microcytaire, hypochrome. Le taux de globules blancs, donc, il est normal. On peut avoir une hyperleucocytose secondaire à une érythroblastose périphérique. Donc, l'érythroblastose, c'est le précurseur des globules rouges. Donc, qui vont, normalement, on ne les trouve pas en périphérie. Donc, tellement il y a l'érythropoïèse, donc une partie, elle passe en périphérie. Et comme elles sont nucléées, elles vont être comptées par le compteur, donc comme globules blancs. Donc, c'est le frottis de sang périphérique qui va faire la part des choses. Le taux de plaquettes, il est normal, mais lorsqu'il y a une splénomégalie importante, on peut avoir une thrombopénie. Et lorsque on fait une thérapie, c'est-à-dire une splénictomie, donc on peut avoir une hyperplaquétose. Sur le frottis sanguin, on a une anisocytose. Anisocytose, c'est une microcytose, c'est des cellules qui sont pâles, donc, et l'érythroplaste circulant. Le taux de réti, donc, est peu élevé. Donc, c'est une anémie peu régénérative. Donc, parce qu'il y a une destruction donc, précoce des globules rouges en intramédulaire, malgré l'érythropoïèse. Donc, le diagnostic de certitude, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc, l'électrophorèse d'hémoglobine, elle nous permet donc de distinguer les différentes hémoglobines et leurs proportions. Lorsqu'il s'agit d'une bêta-thalassémie B0, l'hémoglobine A1 est absente, totalement absente. L'hémoglobine fétale, elle est majoritaire, elle dépasse les 95%. L'hémoglobine A2, elle est variable, donc elle est aux alentours de 3,5%. Dans la bêta-thalassémie B+, l'hémoglobine A1, elle est présente, mais elle est minoritaire et elle ne dépasse pas les 15%. L'hémoglobine fétale, donc elle est majoritaire, et l'hémoglobine A2, elle est variable. On doit compléter par l'enquête familiale. Donc, on doit faire l'électrophorèse des deux parents. Le bilan hépatique, on a une hyperbilirubinémie libre, les ADH sont élevés, le fer sérique est élevé, la ferritininée est élevée. Donc, c'est un élément de surveillance de la surcharge en fer. Et on complète par la biologie moléculaire qui met en évidence l'anomalie génétique. Sur le plan radiologique, donc, on a l'aspect pathognomonique
de la bêta-thalassémie. C'est l'aspect en poil de brosse du crâne. On a un aplatissement de la racine du nez, une hypertrophie des mandibules, des malformations osseuses, un amincissement des corticales, donc pouvant aboutir à des fractures. On a des déformations génu-valgus. Donc l'évolution de cette maladie non traitée, le décès survient entre 2 et 5 ans par une défaillance cardiaque suite à l'anémie sévère qui n'est pas corrigée. Et lorsqu'on a une bonne prise en charge, donc on a une bonne qualité de vie avec une espérance de vie de plus de 30 ans. Et ces enfants dans les pays développés, ils se marient, ils peuvent même avoir des enfants. Donc, c'est dire que la qualité de vie de ces patients a été nettement transformée ces dernières décennies. Néanmoins, on a des complications. Les infections, le risque est accru après une splénectomie, d'où l'intérêt d'une vaccination antipneumococcique et une antibioprophylaxie. L'hypersplénisme peut être à l'origine d'une pancytopénie ou une augmentation des besoins transfusionnels. On peut avoir des lithiases vésiculaires suite à l'hémolyse chronique. On peut avoir carence en folate suite à l'hyperérythropoïèse. Donc, on a consommation exagérée des folates. On peut avoir une hyperuricémie secondaire à l'apoptose cellulaire. D'autre part, on peut avoir la complication redoutable qui est la surcharge en fer. On a dit que le métabolisme du fer, il se fait dans un espace clos et tout est gardé en réserve au niveau des macrophages. Donc, au niveau des organes, qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau du foie, cette surcharge, elle peut être à l'origine d'une cirrhose. Elle peut être à l'origine d'un carcinome hépatocellulaire. Au niveau du cœur, on peut avoir une cardiomyopathie. Donc, on peut avoir une défaillance cardiaque. On peut avoir un trouble du rythme. Au niveau endocrinien, donc au niveau du pancréas, on peut avoir un diabète de type 1, insulinodépendant. On peut avoir une hypothyroïdie. On peut avoir une hypoparathyroïdie. Donc, on a un retard pubertaire et on a un retard staturopondéral. Donc, en plus des déformations liées à la maladie, des déformations osseuses liées à la maladie, donc la surcharge en fer vient aggraver ces anomalies. Donc, on va voir les formes. Bon, avant de voir les formes cliniques, les éléments de surveillance de la surcharge en fer. Donc, c'est la ferritinémie, l'IRM cardiaque T2 star, l'IRM hépatique T2 star, donc qui décèle la surcharge en fer en infraclinique. Maintenant, on va voir les formes cliniques. On a généralement 3 formes cliniques. Donc, celle qu'on vient de décrire, donc la bêta-thalassémie majeure, il reste la bêta-thalassémie mineure et la bêta-thalassémie intermédiaire. Pour la bêta-thalassémie mineure génétique, donc c'est une mutation hétérozygote d'un seul gène, le bêta-globule. Sur le plan clinique, elle est asymptomatique. Le degré d'anémie, le taux d'hémoglobine, elle est normale ou très modérément abaissé. On a une pseudo-polyglobulie, microcytaire et hypogramme. L'électrophorèse d'hémoglobine, on a une A2 qui est augmentée, supérieure à 3,5%. L'hémoglobine fétale, elle est normale ou faiblement augmentée. Dans la bêta-thalassémie intermédiaire, donc génétique, la base moléculaire, elle est hétérogène. Le plus souvent, donc, on a une association de 2 mutations avec synthèse résiduelle d'hémoglobine A1. Des signes cliniques, on a une anémie de degré variable principale. La complication, elle est liée à la dysérythropoïèse.
Donc, le degré de l'anémie, donc, il est variable, microcytaire et hypochrome, avec un HB entre 10 et 13 grammes par décilitre. Le VGM, il est entre 65 et 75. Les besoins, donc, les besoins en transfusion sont occasionnels ou absents. L'électrophorèse d'hémoglobine, elle a montré qu'il y a une hémoglobine fétale qui est augmentée. Donc, avec une hémoglobine A1, ABC, mais présente le plus souvent, avec un faible taux. Donc, et on peut trouver des formes associées. Donc, on a une anomalie qualitative et une anomalie quantitative. Donc, comme la S-bêta, c'est-à-dire association drépanocytose, bêta-thalassémie et drépanocytose. On peut avoir aussi une hémoglobinose C et une bêta-thalassémie. Donc, on va voir maintenant la prise en charge. Donc, le but du traitement, c'est améliorer la qualité de vie, prévenir et traiter les complications, un but préventif, donc par un conseil génétique, le dépistage des thalassémies hétérozygotes, le diagnostic anténatal, et le but de guérison, le plus important, par une greffe de moelle allogénique. Et dans les pays développés, on fait des thérapies géniques actuellement. Quels sont les moyens? On a un programme transfusionnel. On fait des transfusions tous les 3-4 semaines. Cette transfusion, elle se fait par des colons globulaires phénotypés, des leucocytés, des plaquettés. On aura recours au chélateur de fer lorsque la ferritinémie elle est supérieure ou égale à 500 nanogrammes. Quels sont les chélateurs? On a la déferoxamine ou la desférale en injectable. Maintenant, on utilise, c'est les comprimés d'éphérie-prone, le Kelfer, et d'éphérazirox, l'exject. C'est des comprimés de 250 et de 500. Donc, la dose, elle est entre 20 et 30 mg par kilo par jour. On peut recourir à la splénictomie lorsque l'enfant est un âge plus de 5 ans, lorsqu'il présente donc des signes d'hyperplénisme, une pancytopénie, et lorsque les besoins transfusionnels augmentent. Donc, la greffe de moelle osseuse allogénique, elle permet la guérison, mais elle est très lourde et elle nécessite donc des donneurs au sein de la famille. Donc, c'est au niveau des fratries, au sein de la fratrie. La thérapie génique aussi, elle est utilisée dans les pays développés. Donc, lorsqu'on n'a pas de donneur identique, typage HLA identique. Donc, la vaccination, on l'a fait selon le calendrier vaccinal, en rajoutant l'antipneumococcique, l'antiméningocoque et l'anti-hémophilus influenzae. On est obligé parce que c'est des sujets qui sont susceptibles aux infections. Donc, on va utiliser une antibiothérapie prophylactique. La pénicilline ou l'érythromycine, lorsqu'il s'agit, on a une allergie. Donc, et la supplémentation en folate. Donc, les indications, la bêta-thalassémie majeure, on va faire tous les moyens qu'on avait. Donc, tout le traitement suscité. La bêta-thalassémie intermédiaire, la transfusion n'est nécessaire que si le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 grammes par décilitre. On doit le supplémenter donc en folate. La splénectomie est indiquée s'il y a un hypersplénisme. On peut recourir
à l'activateur du gène bêta, l'hydroxyurie, associé ou non à l'érythropoïétine. Donc, on a dit que dans la bêta-thalassémie, donc, il y a une petite synthèse, une synthèse partielle de la chaîne bêta. Donc, on peut l'activer. La bêta-thalassémie mineure, donc aucun traitement. Elle ne nécessite aucun traitement, mais on doit faire un conseil génétique pour éviter le mariage entre deux traits thalassémiques. Pour terminer, Merci.